Mesdames, Messieurs, bonjour. L'agriculture, bien plus qu'une religion, comment vit-on sa foi en milieu rural? C'est le thème du débat que nous aurons ici, en direct de la Porte de Versailles, dans le cadre du Salon à l'agriculture. Et j'ai le plaisir d'accueillir Abdelhak Ataoui. Bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes agriculteur et éleveur musulman. Vous allez nous raconter un peu d'où vous venez, votre exploitation et comment, justement, vous vivez votre foi. À vos côtés, François Chauveau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur dans quelle région? Je suis agriculteur au Nord Poitou-Charentes. Et vous êtes catholique? Et je suis catholique. Pratiquant? Oui, plus ou moins. Bon, on en parlera juste après. Et puis, je voulais mettre autour de la table un agriculteur juif, et je n'ai pas trouvé d'agriculteur juif. Alors, Gilles Rivière-Wegstein, vous êtes donc de religion juive. Expliquez-moi pourquoi je n'ai pas trouvé d'agriculteur juif à mettre autour de la table. Alors, premièrement, effectivement, si vous faites une émission le jour de Shabbat, c'est déjà difficile, vu qu'en principe, ce jour-là, ils sont plutôt à la synagogue concernant l'agriculture. C'était mal parti. Ça, c'était mal parti. Deuxièmement, il faut quand même le dire, c'est qu'il y a peu d'agriculteurs. Et en plus de ça, il y a quand même aussi en France peu de juifs. Donc déjà, démographiquement, ça pose déjà un problème. Mais il n'y a pas que ça. Historiquement, il faut aussi savoir que dans les pays musulmans comme dans les pays chrétiens, les juifs n'avaient pas droit à la terre, de posséder la terre. Donc n'ayant pas le droit de posséder la terre, difficile de devenir agriculteur. On peut travailler comme ouvrier agricole, mais comme agriculteur pour s'installer, c'est pas évident. Et puis, vous savez aussi que quand même, dans l'histoire du judaïsme, on a eu quelques problèmes avec des pogroms, la nécessité de quitter le pays très rapidement, et même encore en France, malheureusement, il y a une centaine d'années, ça a été le cas. Donc, chez les Juifs, on a pris plutôt l'habitude de tout ce qu'on pouvait posséder, ça devait pouvoir être mis dans une valise et il fallait pouvoir partir avec facilement. Ça, c'est les questions de fond. Ensuite, il y a bien entendu, à partir de là, des habitudes qui se sont installées. Et notamment, finalement, les Juifs ont été dans l'agriculture, mais plutôt dans le commerce de l'agriculture. Vous avez des grands noms de traders, comme les Dreyfus, par exemple, qui sont une famille juive, où là, effectivement, il y avait des Juifs qui étaient impliqués dans le monde agricole. Ensuite, il y a aussi une autre tradition qui est d'être plutôt, les communautés juives sont plutôt dans les villes. Et donc dans les villes, vous aviez à partir de là un certain nombre de commerces qui se faisaient. Comme le judaïsme entretient une relation très profonde avec la nourriture, vous aviez donc nécessairement, par exemple, des abattoirs qui étaient tenus par des juifs. Vous aviez bien entendu aussi des bouchers qui étaient juifs. Donc on ne peut pas dire que le judaïsme est externe à l'agriculture, mais elle n'est pas impliquée comme elle pourrait l'être, comme elle peut être pour d'autres religions. Mais l'agriculture est présente dans les textes fondamentaux? Ah oui, alors là par contre, vous savez, le judaïsme c'est la Torah, mais c'est surtout le Talmud. Le Talmud, c'est des milliers de pages qui expliquent la relation de l'homme avec tout le monde, avec son prochain, avec l'animal. Et là-dedans, vous avez des milliers de pages concernant la relation du juif avec l'agriculture. Par exemple, en principe, quand vous avez de la terre, si vous pouvez en posséder, vous n'avez pas le droit de cultiver de la terre plus de 7 ans d'affilée. Au bout de 7 ans, il faut tout mettre en jachère, attendre, c'est le repos de la terre. Vous avez aussi l'obligation, par exemple, de laisser une partie de votre terre pour que les pauvres puissent venir prendre ce qu'ils veulent, de laisser une partie de votre récolte pour les pauvres. Donc vous avez énormément d'allusions et de règles dans les textes juifs concernant la manière dont il faut traiter l'agriculture, dont pour être un bon agriculteur juif, ça c'est tout à fait historique dans les textes, oui. Abdelhak, comment vous avez rencontré l'agriculture, puisque vous êtes exploitant, éleveur dans les Vosges? Moi, c'est tout simple. En fait, j'ai démarré par des études agricoles. Donc, j'ai fait un bac agricole, un BTS et un bac plus 4 en hydrologie agricole, quoi. Donc, voilà. Donc, en fait, j'ai travaillé dans différents services de l'État. Donc l'ITCF en l'occurrence, à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelle. Arvalis. Et puis et puis un peu l'INRA. J'ai travaillé un peu dans les labos de recherche. Et puis en fait, il y a un appel à la terre, quoi, enfin, qui nous attire. Et donc en 2000, j'ai tout plaqué. Puis j'ai décidé de m'installer donc en montagne, donc dans le département des Vosges. Et donc j'ai démarré avec 350 brebis et beaucoup de parcelles en friche. Donc le mouton était une alternative justement à réouvrir l'espace et donc à donner un attrait attractif
du paysage. Et donc en 2010, j'ai complètement arrêté le mouton pour des raisons purement politiques. Hein. Donc la politique agricole commune, elle nous assaille de contrôle et tout, donc j'en avais marre. Et puis de surcroît, on a eu énormément d'attaques de loups. Donc ça a vraiment perturbé notre façon de produire. Et donc aujourd'hui, je suis à la tête d'une trentaine de vaches vosgiennes allaitantes. Et en fait, je commercialise tous mes produits donc, en direct à la ferme. Donc on a créé un GAEC entre époux. Et en fait, l'avantage que j'ai par rapport à certains, c'est qu'en fait, je suis en agriculture raisonnée, en halal. Donc le halal, c'est en fait un abattage rituel selon le rite musulman. Et en fait, ma principale commercialisation et production, elle est destinée aux musulmans. Musulmans, hein, ça ne veut pas dire être arabe. Hein. Musulmans, on a des Français, on a des Italiens, on a des Maghrébins, on a tout, quoi. Et donc, c'est un peu ma vocation aujourd'hui. Alors, après, comme j'ai diminué mon troupeau, si vous voulez, j'ai baissé un peu, j'ai libéré un peu de temps. Et donc, du coup, j'ai été agrémenté il y a 2 ans par le ministère de la Justice. Et donc, je m'occupe de jeunes en protection judiciaire, donc des jeunes délinquants ou en délinquance. Et je les insère par le biais de l'agriculture. Donc ils touchent à tous les domaines, hein, donc le domaine de l'environnement, l'agriculture pure, la transformation, etc. quoi. Donc voilà. Après, par rapport au rapport de la terre et l'agriculture, l'islam a toujours poussé donc, les musulmans à cultiver leur terre. Il y a comme dans le Talmud, hein, nous on a ce qu'on appelle les hadiths. Les hadiths, c'est quoi? C'est en fait c'est les faits et gestes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc par rapport à ça, c'était une bienfaisance de faire l'agriculture parce qu'il est écrit que dans les hadiths que celui qui plante une graine et qu'un oiseau, un humain ou un quadrupède en consomme, c'est une bienfaisance pour lui. On a un rapport aussi par rapport au défrichement. Dieu dit allez vers les terres et défrichez vos terres. Donc ça veut dire qu'en fait on a quand même un rapport assez étroit avec l'agriculture. L'islam a un rapport étroit avec l'agriculture, quoi. Voilà, et je me inscris là-dedans, moi. Alors vous êtes un éleveur qui vit bien, puisque vous faites en circuit court et vous avez une clientèle. Oui, alors, dire vivre bien, on vit décemment. Parce qu'après, il faut mettre le niveau de vie, hein. Ça dépend comment on vit, hein, quel est notre train de vie. Mais c'est vrai, par rapport à ce billet-là, par rapport à cette viande halal, qui est donc, je le dis bien, hein, c'est vraiment une commercialisation de niche. Donc là on va essayer de passer en bio, donc on aura de la viande bio halal. Et c'est vrai qu'on vit beaucoup mieux que dans des circuits traditionnels, parce qu'on est en circuit court et on n'a pas d'intermédiaire. Et ça c'est vraiment une aubaine pour l'agriculture. Et je pense qu'en montagne, on n'a pas d'autre alternative par rapport à ça. On est quasi obligé, parce que nos structures ne le permettent pas. Des petites structures où tout se fait, si vous voulez, en vente directe, etc. Donc voilà, et c'est pour ça que moi je suis dans cette dynamique-là, quoi. François Chauveau, alors vous êtes catholique pratiquant, vous pratiquez au quotidien, vous me disiez presque. Oui, effectivement, je pratique au quotidien. Je suis pratiquant, oui, je vais à la messe quelquefois. Je donne un coup de main à la paroisse quand c'est nécessaire. Mais avant tout, dans ma conception et ma prise de position, ma gestion de mon quotidien de tous les jours, mes relations entre voisins, eh bien, je m'applique quand même un certain nombre de règles qu'on m'a inculquées lors de mon éducation catholique, de respect des autres, évidemment, bien sûr, qu'on défend son entreprise, bien sûr, qu'on défend son beefsteak, mais néanmoins, ça a ses limites et je m'applique la religion. On n'est pas là pour uniquement manger son voisin ou autre. On est là pour gérer et travailler dans... Ma conception à travers ma religion a été de travailler dans des équilibres. Je pratique également l'agriculture raisonnée comme mon voisin. Moi, je suis sur des marchés plus de grande production. Je ne suis pas sur un marché de niche comme lui. Je ne suis pas dans la même région. Et effectivement, que certaines zones et certaines productions, quand on est à la main de prendre un marché de niche, eh bien, il faut le prendre. Abdelak, je reviens à vous. Vous êtes inquiet aujourd'hui à cause de la directive, en fait, concernant peut-être demain, vous n'aurez plus la possibilité de faire de la viande halal, bio ou pas bio, mais surtout halal. Et là-dessus, d'ailleurs, le problème est pareil pour les religions, pour la religion juive. Alors, le problème aujourd'hui, et c'est vrai qu'on a un gros souci par rapport à la traçabilité de la viande halal.
Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une directive de 2012, il me semble, par rapport concernant le bien-être animal. Et donc aujourd'hui, toute bête qui doit être sacrifiée, que ce soit chez les juifs ou chez les musulmans, doivent être étourdies. Donc doivent être inconscientes, étourdies, quoi. Hein, donc voilà. Et nous, l'islam, qu'est-ce qu'elle dit? L'islam, elle dit, lorsqu'on abat une bête, il faut qu'elle soit consciente et pas étourdie. Donc on a le problème des abattoirs par rapport à cette traçabilité-là. Donc moi, quand j'abats mes bêtes, je suis présente à l'abattage de toutes mes bêtes. C'est-à-dire qu'en fait, je les élève, je les conduis à l'abattoir, et quand Dieu peut, c'est moi qui les abats avec un agrément. Et si je ne peux pas, j'assiste à l'abattage de mes bêtes. C'est très important ça, parce que c'est ça qui fait la différence entre ce qu'on trouve dans toutes les boucheries traditionnelles musulmanes et ce que nous on fait. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on peut dire, voilà, la viande, elle est vraiment halal parce qu'elle a été abattue par un musulman selon le rite. D'accord? Après, on a aussi ce problème-là par rapport au poulet. Le poulet, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle l'électronarcose. L'électronarcose, c'est vraiment un problème. Alors c'est vrai que les musulmans ont un gros souci par rapport à cette consommation de viande-là, quoi. Hein. Après, aujourd'hui, la France et puis certains pays ont justement droit d'outrepasser cet étourdissement-là. On nous donne des... comment on appelle ça, dérogations, des dérogations, voilà, des dérogations, mais c'est très suivi par les vétérinaires et tout ça, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que si aujourd'hui on a une traçabilité et un regard beaucoup plus clair, je pense que la viande halal, elle a des beaux jours devant elle, quoi. Hein. Gilles Rivière-Weckstein, vous disiez, bon, ok, en France, il n'y a pas d'agriculteurs juifs, mais pourtant, l'agriculture avec les kibbutz, ça a été un axe fort du sionisme. Absolument, c'est presque un paradoxe. C'est qu'il y a eu, au départ de la création de l'État d'Israël récemment, un mouvement quasi romantique et nostalgique de ce retour à la terre, et qui a été effectivement l'une des armes principales pour l'élaboration de l'État moderne d'Israël. Donc oui, justement, là, le paradoxe, c'est que l'immense majorité des migrants qui ne connaissaient rien à la terre, qui étaient certains des rescapés de l'Holocauste, ou bien qui venaient de Stettel, du fin fond de la Pologne, se sont vus tout à coup aux têtes d'exploitations agricoles qu'ils ont organisées avec d'autres personnes. Et aujourd'hui, quand vous regardez, Israël, dans le domaine de l'agriculture, est un pays d'une excellence extraordinaire. Là, je reviens d'un séjour sur la maîtrise de l'eau, et vous regardez par exemple les progrès qui sont faits dans l'irrigation. Ce n'est pas simplement du goutte à goutte. Vous avez derrière le goutte à goutte des logiciels avec des analyses pour savoir ce qu'il faut mettre, comment il faut le mettre, et avec des rendements, des augmentations de rendement considérables uniquement par la maîtrise du goutte à goutte. Vous avez aussi un travail énorme qui est fait dans la sélection variétale. Et d'ailleurs, il y a des partenariats avec la France très forts. Les deux principaux sélectionneurs français, je ne les nommerai pas, sont localisés aussi en Israël, ou ont des partenariats en Israël, notamment dans les potagères, pour pouvoir créer des nouvelles variétés, et les universités israéliennes sont en plein là-dedans. Donc dès que, bien entendu, les conditions sont présentes, il n'y a aucun souci, et là c'est de l'agriculture, de la high-tech, de l'agriculture haute technologie. Et pour la petite anecdote, sachez qu'aujourd'hui tout le monde parle des drones, mais l'inventeur des drones qui a servi au départ aux militaires, c'est un Français juif, qui a émigré en Israël et qui a fait ça pour l'armée. Mais c'est un Français, il a 70 ans aujourd'hui, et il est très fier que l'agriculture va pouvoir aujourd'hui bénéficier de cette technique des drones en France comme en Israël. François Chauveau, on a reçu lundi ici un évêque. Vous savez qu'il y a une délégation de 15 évêques qui sont venus soutenir les éleveurs. Oui. Ça vous a fait chaud au cœur de voir que pour la première fois, une délégation d'évêques venait ici au Salon Agriculture ? Oui, ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a fait doublement chaud au cœur puisqu'elle a été emmenée par l'évêque de Dordogne, donc qui est ma nouvelle région LPC. Et globalement, ça m'a fait chaud au cœur parce que j'avais entamé des travaux déjà au niveau de mon département avec l'évêque de Poitiers et également un prêtre africain où nous sommes actuellement, nous envisageons de développer un atelier de poules pondeuses en Afrique. Abdelhak, juste toute dernière question. Vous avez dit qu'effectivement vous serviez de l'agriculture pour aider des jeunes à se réinsérer. Vous m'avez même dit, souvent je les prends, c'est l'antichambre de la prison globalement. C'est leur dernière chance. Ça marche? Et comment vous êtes accepté dans la région?
Alors, cette activité-là, c'est pas venu du jour au lendemain. Je veux dire, voilà, parce que nous, on est issus de la génération 4 de l'immigration. On a vécu un peu toutes ces choses-là que les jeunes aujourd'hui vivent par rapport à la délinquance, par rapport à tout ça. Mais bon, nous, on a eu la chance, on a vraiment eu la chance d'avoir vécu dans un milieu, dans un environnement justement où on était assez studieux, donc on a quand même pu étudier, donc ça nous a évité ça. Et puis on faisait pas mal de sport aussi, donc le sport, ça nous a évité ça. Et donc moi, je me dis quelque part, ces jeunes-là, ils font partie de la société. Ces jeunes-là, ça aurait pu être moi ou un autre, quoi. Donc du coup, si vous voulez, l'agriculture est un support pédagogique excellent pour pouvoir justement prendre en charge ces gamins-là. Parce qu'il y a cette notion-là de rythme, de goût à l'effort, du travail bien fait, du travail satisfaisant. Et en fait, il y a énormément de jeunes qui sont passés, je pense à peu près une quinzaine depuis notre agrément. Et sur les 15, allez, le taux de réussite, il n'est pas énorme, il est de 40%. C'est déjà bien. Mais je veux dire, 40%, c'est quand même pas mal par rapport à ce qu'on fait. Et moi, je pense que l'agriculture, c'est vraiment un moyen super pour pouvoir les rythmer, leur dire ce que c'est que le travail, ce que c'est que le respect de l'autre, et puis les ramener aux valeurs de la terre, quoi. Donc à l'humain, quoi, en fait. Hein, voilà. Et c'est vrai que c'est un travail qui est prenant, et c'est une vocation et pas un métier, quoi. Hein. Je me permettrai de rajouter, parce que c'est... Attendez, on vous entend pas sur le micro, là. Allez-y. Oui, je me permettrai de rajouter. C'est bon? Non. Attendez, allez-y. Oui, je me permettrai de rajouter, effectivement, moi je suis pas reconnu, mais j'ai eu l'occasion de réinsérer un certain nombre de jeunes par apprentissage. Et avant tout, ces jeunes qui sont dans une situation difficile, c'est de leur redonner confiance. À partir du moment où on leur redonne confiance, où on les reconnaît, on a déjà gagné la moitié du challenge. C'est sur ce message très positif que se terminera ce débat. Merci à vous, messieurs, d'être venus ici, à Paris, pour en débattre. Merci à vous.